comment est-ce qu'on met la pression sur soi et sur les autres avec des attentes raisonnables ou pas raisonnables. Et moi, je trouve qu'il y a souvent la discussion dans les entreprises de « ouais, mais attends, là, c'est des fausses promesses, on n'arrivera jamais à les tenir, etc. » Et effectivement, il faut pas faire des fausses promesses. Et il faut essayer d'éviter ça. Alors là, on parle de Gaël Monfils. Je pense que ça serait encore pire si on parlait de Richard Gasquet. Richard Gasquet, il fait une couve de magazine à quel âge ? Pareil, il doit avoir 10 ans. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, d'avoir lu la couverture de Tennis Magazine où il y avait marqué Richard G. On mettait pas son nom de famille pour pas trop l'exposer, bon, il était déjà bien exposé, en une de Tennis Mag, en le présentant comme le futur prodige du tennis français. Il devait avoir une dizaine d'années. Moi, je pense qu'on a aussi un sujet dans les entreprises quand vous êtes manager, d'être raisonnable avec les attentes. Et il me semble qu'il y a une erreur qu'on voit très très souvent dans les entreprises, c'est justement d'avoir des ambitions qui sont démesurées et on se fait croire que c'est ça l'optimisme. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est extraordinairement ambitieux qu'on est quelqu'un d'optimiste et de successful. Je pense qu'on peut être extrêmement ambitieux sur certaines choses, notamment sur la manière dont on fait les choses. Mais je crois qu'on n'assoit pas sa crédibilité et on ne rend pas service ni à soi ni aux autres en ayant des ambitions délirantes. Salut Pat. Salut Jérôme. Et puis salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on fait une table ronde un peu particulière. Elles sont toutes particulières. Ouais. Mais là, on va parler de tennis et de management. Il semblerait, ouais. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Ouais, et en plus, étonnamment, alors les gens qui nous suivent ne savent pas que tu joues beaucoup au tennis. Je jouais beaucoup, pour être honnête. Ouais. Tu joues moins ? Je joue moins. Moi, un petit peu moins. Et pourtant, c'est pas toi qui m'as proposé le sujet, c'est moi qui te l'ai proposé. Et oui, je voudrais qu'on parle de tennis et de management parce que c'est pas le premier sport auquel on pense quand on pense management. Pour une raison évidente, c'est pas un sport co. Exactement. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant et parce que je suis tombé et je t'ai invité à aller voir. Depuis quelques semaines, Gaël Monfils publie sur LinkedIn des posts que je trouve assez managériaux et très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la page de Gaël Monfils, c'est vraiment pas mal. Il fait des posts assez longs où il raconte un peu comment il vit son sport. Alors, c'est quelqu'un qui est plutôt à la fin de sa carrière, comme vous le savez. Il est pas à la retraite, enfin, il a le gros de sa carrière derrière lui. C'est un grand joueur, on peut dire ça quand même. Ah bah oui, un grand joueur français, oui. Ouais, même mondial, enfin c'est quelqu'un qui a eu des bons résultats. Ça fait partie des choses dont il parle souvent, les compare à Federer, Nadal, Djokovic, donc évidemment tout le monde paraît un peu petit, mais enfin c'est quand même c'est une très très belle carrière. Et dans ses posts, il raconte comment ça se passe dans la tête d'un joueur de tennis et il parle de management, c'est-à-dire comment il se manage, comment il est managé par les médias, par l'environnement, etc. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et qu'il y avait des choses à en tirer. Par ses coachs peut-être aussi ou par ses entraîneurs ? Par ses coachs un peu aussi, mais pas tant que ça. Et ce que je trouvais justement intéressant, c'est de dire pourquoi on parle pas de management et de tennis, parce que c'est pas un sport co et donc il y a pas un lien entre entraîneur et équipe dans lequel le parallèle est simple comme en rugby ou en basket ou en foot. Mais par contre, il y a des choses très fortes que moi je trouve qu'on retrouve énormément dans l'entreprise, à commencer par justement la solitude face à la pression. Et je trouve que on parle souvent de la solitude du management et en lisant les posts de Gaël Monfils, j'ai vraiment l'impression de voir les postes de mes top clients seuls face à leurs problèmes et qui se trouvent tout seuls. Je sais pas, comment t'as ressenti toi quand t'as lu les posts ? Ouais, il y a ça et il y a la difficulté à se faire conseiller. Je trouve que l'exemple que tu donnes du manager seul face à une situation difficile ou du dirigeant seul face à une situation inconnue dans un contexte incertain, etc. et aussi une définition d'un match de tennis. Ben voilà, il y a un niveau d'incertitude hyper élevé. Et dans ce cas-là, qui pour me conseiller ? Est-ce que moi, en tant que dirigeant, en tant que joueur qui suis sur le devant de la scène, je suis aussi à même de recevoir les conseils qu'on pourrait me donner ? Parce que j'ai plein de raisons qui me feraient dire, mais de toute façon, c'est moi qui suis sur le terrain. Donc j'ai de bonnes raisons d'en faire qu'à ma tête. Donc je trouve qu'il y a plein de questions intéressantes par rapport à ça, en effet. Ouais. Et on voit cette solitude face aux éléments aussi, beaucoup par rapport aux médias. Je pense que Gaël Monfils, justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, enfin, on a l'impression dans ses posts qu'il a beaucoup souffert de la comparaison avec Roger Federer, avec Djokovic, avec des joueurs qui ont des palmarès exceptionnels, extraordinaires, historiques. Et du coup, il semble qu'il a beaucoup eu de reproches sur le fait, il a même pas gagné de Grand Chelem, ou il a même pas fait ci, il a même pas fait ça. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc un peu de syndrome qu'on va avoir, moi, je trouve, chez beaucoup de managers, de gens qui subissent une très forte pression, qui prennent sur eux et qui finissent par se raidir un peu par rapport à tout ce qui se passe autour. Et je le comprends, enfin quand je dis se raidir, c'est même pas un reproche, je comprends que ça puisse être ça. Et ce que je te propose, c'est un peu de décortiquer comment, à travers
l'exemple, un exemple de Gaël Monfils qui a la gentillesse et l'honnêteté de parler des difficultés, y compris qu'il a dans sa tête psychologique par rapport à tout ça. De se poser la question de comment des managers peuvent gérer ça et s'inspirer du coup du tennis pour être des managers plus sereins déjà. Ouais, voilà, plus à l'aise avec leur environnement. Quoi. Ouais. Oui, parce que c'est une question hyper intéressante. Tu parles du poids de la comparaison qu'on trouve vachement dans les entreprises. Énormément. Et surtout à haut niveau, je trouve. Et ce qu'on voit aussi dans les postes de Gaël Monfils, c'est aussi le poids des attentes. Voilà, il se trouve que c'est les attentes des Français en règle générale qui attendent d'avoir un champion qui va gagner plein de grands chelems, etc. Et ce poids des attentes-là, que tu vas trouver aussi beaucoup en entreprise, quand les attentes sont démesurées, et à plus forte raison quand il y a un décalage entre les attentes qui pèsent sur toi et les attentes que toi-même tu peux avoir sur toi, parce que toi tu peux être content de ce que tu fais en fait. Ce que je trouve hyper intéressant dans le cas de Gaël Monfils, c'est qu'on voit que dans une certaine mesure, il est relativement satisfait de la carrière qu'il a eue. Et on le comprend, c'est une carrière incroyable. Elle est meilleure que la nôtre. Elle est meilleure que la tienne et elle est un peu meilleure que la mienne aussi. Et ça, c'est difficile à gérer parce que en fait, il va y avoir du jugement derrière. Quand tu n'as pas sur ton travail le même niveau d'attente démesuré que d'autres peuvent avoir, comment tu gères ça? Oui, puis en plus, sur des gens comme ça, on va déverser des choses parce que c'est des gens qui ont des personnalités publiques, qui sont supposés gagner énormément d'argent, etc. Donc en plus, on n'a pas de précaution. C'est-à-dire qu'en plus, j'imagine que les retours qu'il a eus sont extrêmement virulents. Et à une autre échelle, évidemment, les managers, les directeurs de sites, les directeurs d'entités ou d'entreprises, sauf quelques-uns, sont beaucoup moins connus qu'un joueur de tennis professionnel, mais quelque part ils ont aussi ce truc, je trouve, de leurs équipes qui va les juger à tort ou à raison, hein, c'est pas la question, mais de les juger très vite, très dur. Et putain, l'usine marche pas, c'est parce que le directeur fait pas ça. Et je trouve qu'on le sent vachement chez les managers. Et c'est pour ça que quand je lisais ces posts, je me disais mais c'est marrant, il parle de management alors qu'il n'en est pas totalement question. Mais je trouvais d'énormes proximités avec la solitude des dirigeants. Quoi. Ouais. Alors, il y a un premier truc dont on peut s'inspirer dans ce qu'il a fait, je trouve, dans ses écrits-là, c'est d'expliciter ça. Ouais, je trouve qu'il arrive vraiment à expliciter ça. En fait, ce que j'essayais de dire il y a 2 minutes, il le dit très clairement. Il y a un décalage entre les attentes qui pèsent sur moi et les attentes que moi j'ai. Et en fait, moi, je suis content. Et ça dit beaucoup de ce que c'est que le succès, de ce que c'est que le bonheur, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une vertu à se satisfaire de quelque chose qui est déjà extraordinaire, en fait, plutôt que de se dire que ça aurait toujours pu être un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Et ça, tu parlais du patron de site ou d'usine, qui est face au même type de sujet, parce que, je sais pas, il arrive et l'usine est en difficulté, et à un moment, il est vu comme le sauveur. Et il y a un poids d'attente incroyable, puis en plus, il va être comparé avec le directeur d'avant ou le directeur d'à côté, etc. Le fait de pouvoir expliciter ça, à peu près comme ça, je trouve qu'il y a déjà une première piste intéressante. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire sur LinkedIn, hein. Gaël le fait sur LinkedIn très bien. Moi je trouve qu'il y a aussi des bouts de ça et j'ai beaucoup d'exemples de clients qui vont mettre des bouts de ça dans leurs introductions, dans leur prise de parole un petit peu, j'allais dire solennelle. C'est celle qui marque un peu l'histoire, celle où on démarre un nouveau projet, etc. Et je trouve que ça fait toujours du bien de recaler. Et ce que je trouve assez intéressant et qu'on voit vraiment dans le post, effectivement, cet équilibre entre une sorte de fragilité qu'on admet avoir. Et oui, j'ai souffert de ce moment-là, j'ai souffert de cette pression-là, j'ai souffert de ce commentaire-là. Et en même temps, une forme de certitude sur d'autres choses. Mais moi, ma carrière, elle est réussie. En vrai, qu'est-ce qu'on appelle le succès? Est-ce que le succès, c'est faire Federer? Mais à ce moment-là, 99,999% de l'humanité est en échec complet. C'est désespérant. Si le succès, c'est Federer, c'est désespérant. C'est désespérant. Et déjà, si le succès, c'est Gaël Monfils, il en reste pas beaucoup. Non, c'est désespérant aussi. C'est-à-dire que sur les 20 dernières années, Gaël Monfils, il est dans les 20 meilleurs joueurs, probablement. C'est-à-dire que tous les autres joueurs de tennis sont moins bons. Quoi. Il y en a que 19, peut-être, qui ont fait mieux sur les 20 dernières années. Et ça, je trouve que j'ai pas compté, hein, c'est peut-être moins que ça. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment ce truc et je trouve très intéressant, ça. Et je trouve que quand les managers, comme tu le suggères, arrivent à dire voilà ce dont je souffre, voilà ce qui me va pas, et voilà ce que je valide dans ce qu'on a fait, dans ce que j'ai fait, je trouve que ça a du sens. Et voilà ce que probablement je décevrais. Parce qu'il y a des choses que je vais être capable de délivrer, il y a des choses où il y a des attentes qui peuvent être irréalistes. Ou en tout cas, faut pas attendre ça de moi tout seul. Ça aussi, je trouve ça intéressant d'être explicite là-dessus, en fait. Ouais. Donc ça, oui, en effet, c'est une première piste. Après, la deuxième piste, elle est presque un peu en miroir de ça. Moi, je trouve, c'est comment est-ce qu'on met la pression sur soi et sur les autres
avec des attentes raisonnables ou pas raisonnables. Et moi, je trouve qu'il y a souvent la discussion dans les entreprises de ouais, mais attends, là, c'est des fausses promesses, on n'arrivera jamais à les tenir, etc. Et effectivement, il faut pas faire des fausses promesses. Et il faut essayer d'éviter ça. Alors là, on parle de Gaël Monfils. Je pense que ça serait encore pire si on parlait de Richard Gasquet. Richard Gasquet, il fait une couve de magazine à quel âge? Il doit avoir 10 ans. Moi, je me souviens quand j'étais gamin d'avoir lu la couverture de Tennis Magazine où il y avait marqué Richard G. On mettait pas son nom de famille pour pas trop l'exposer. Bon, il était déjà bien exposé. Avec sa gueule. Voilà. En une de Tennis Mag, en le présentant comme le futur prodige du tennis français. Il devait avoir une dizaine d'années. Ouais, la semaine d'avant, ça devait être Sampras et la semaine d'après Agassi. C'est à cette époque-là. Exactement. Et donc, c'est un truc de fou. Donc, moi, je pense qu'on a aussi un sujet dans les entreprises quand vous êtes manager, d'être raisonnable avec les attentes. Et il me semble qu'il y a une erreur qu'on voit très très souvent dans les entreprises, c'est justement d'avoir des ambitions qui sont démesurées. Et on se fait croire que c'est ça l'optimisme. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est extraordinairement ambitieux qu'on est quelqu'un d'optimiste et de successful. Je pense qu'on peut être extrêmement ambitieux sur certaines choses, notamment sur la manière dont on fait les choses. Mais je crois qu'on n'assoit pas sa crédibilité et on ne rend pas service ni à soi ni aux autres en ayant des ambitions délirantes. Sauf si on est Kennedy et qu'on est capable de mettre des milliards et des milliards pendant 10 ans pour aller sur la Lune. Mais c'est vraiment un cas très particulier. Le reste du temps, il faut avoir des ambitions qui sont à la mesure de ce que les gens peuvent atteindre, même si c'est peut-être un petit peu plus haut. Et c'est difficile de résister à ça, parce que ce soit la presse économique, dans le cas des managers, ou la presse sportive, dans le cas des joueurs de tennis, par exemple, un joueur ou un manager qui déclare bon, je vais essayer de faire de mon mieux avec les moyens que j'ai, ça fait pas un super gros titre, quoi. Alors que le même qui dit je vais gagner Wimbledon dans 2 ans. Je vais gagner Wimbledon, j'en suis sûr. Je vais dominer le marché de ceci ou de cela dans 1 an, j'en suis sûr. Bah, c'est forcément un titre un peu plus vendeur, quoi. Donc, faut résister à ça. Ouais. Et peut-être qu'il y a un intermédiaire d'ailleurs, et on va le voir aussi sur l'entreprise. Il y a un intermédiaire qui est de dire je vais faire de mon mieux, machin. Ça va pas avec la compétition en sport de haut niveau, on est clair. Mais dire je vais gagner Roland-Garros cette année ou je vais gagner Wimbledon l'année prochaine, c'est une pression qu'on se met à soi-même. Je pense qu'on se la met à soi-même et on se donne rendez-vous avec la presse qui va pas manquer de nous ressortir le truc. Ouais. J'ai envie de gagner Roland-Garros, c'est un peu différent. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est pareil sur les entreprises où elles disent on sera les leaders. Ouais. On a envie de montrer à notre marché que nos produits sont ceci, cela, ou que notre service est ceci, cela. Ok, on le fait nous. Quand on fait du conseil, on essaie de se dire, tiens, on a envie de proposer à notre marché du conseil une offre. Ouais, on espère que c'est la meilleure quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de honte à dire, attends, j'espère que c'est la meilleure. Je suis pas sûr, mais j'ai quand même l'intention, cette intention-là. Donc vouloir gagner un tournoi du Grand Chelem, on pose pas de problème en termes de pression. La pression, c'est de dire je vais le gagner. Exactement. Et là, on peut se dire bah oui, mais il faut se mettre l'épée dans les reins, il faut se mettre un minimum de pression, sinon on n'avance pas. Moi, je pense que c'est vraiment contre-productif quand c'est à ce niveau-là, en tout cas. Et je pense que ça, c'est aussi, on est trompé par le storytelling, par exemple, d'un Rafael Nadal, où on a l'impression qu'il y a ça. Alors peut-être, mais j'en suis pas sûr d'abord. Je pense que Rafael Nadal, il y a un équilibre. Je me souviens pas qu'il ait fait des grandes déclarations comme ça. Mais on a l'impression qu'il est mort de faim et qu'il veut tout le temps gagner. Moi, je trouve surtout que ce que je retiens de Rafael Nadal ou d'ailleurs de Federer, c'est leur humilité quand ils perdent. C'est-à-dire c'est des gens qui savent qu'ils vont perdre et qui l'admettent peut-être mieux que les autres, même si Rafael Nadal, il doit être fou quand il perd un match. Mais d'une certaine façon, il l'admet bien, il se remet au boulot, quoi. Ouais. Il est pas détruit par sa défaite. Et je pense qu'il est plus fort là-dessus, ne pas être détruit par sa défaite, que sur des espèces de déclarations d'intention délirantes. Et quand tu parles de ces deux-là, Nadal et Federer, ça me fait penser à peut-être une troisième piste, qui est aussi savoir s'entourer, savoir se faire conseiller, y compris par des gens qui sont pas trop complaisants. Et ça, je trouve que c'est difficile. Pareil, quand t'es un peu au sommet, soit parce que t'es sportif, soit parce que t'es manager, dirigeant, sous le feu des projecteurs, les attentes sont sur toi, etc. C'est toi qui es responsable in fine du résultat, c'est toi qui vas être dans la salle de conférence de presse, etc. Savoir engager un entraîneur qui a pas la réputation d'être tendre, qui a la réputation d'être exigeant, dont tu sais qu'il va t'emmerder, dont tu sais qu'il va te faire des feedbacks difficiles, donc tu sais qu'il va pas te laisser tranquille, qu'il va pas te brosser dans le sens du poil et tout ça. Ça, c'est difficile. Même chose pour les managers. Et on voit d'ailleurs parfois la différence entre des managers ou des dirigeants qui savent s'entourer de gens qui vont pas les laisser tranquilles et qui vont avoir un certain niveau d'exigence et de vérité par rapport à eux, versus des managers qui aiment bien plutôt être un peu... avoir une cour autour d'eux. Voilà, pour teaser, exactement. Et c'est là que le tennis nous propose un truc très très intéressant. Je suppose que c'est un peu pareil au golf, par exemple, mais je connais moins le golf. Mais ce que je trouve très intéressant au tennis,
et qui rapproche le tennisman d'un dirigeant, alors c'est que contrairement au foot, par exemple, ou au rugby, ou au sport co, dans un sport co, l'entraîneur est quand même assez naturellement le patron des joueurs. J'ai une petite limite, c'est qu'évidemment, quand tu es l'entraîneur de Mbappé au PSG, il a un pouvoir sur tes décisions. Mais quand même, il doit quand même se soumettre au plan de jeu, au travail de l'entraîneur, au travail du dirigeant, du club, etc. Un club sportif collectif, c'est quand même, par nature, une équipe dans laquelle le joueur se fond, même quand c'est une star. D'ailleurs, le joueur est embauché par le club. En tennis, en tout cas, pour les tennisman de plus haut niveau, c'est pas ça. Alors, on va dire, oui, ils ont une équipe autour d'eux, oui, dont ils sont les uniques patrons. Et si on prend des joueurs du niveau de Gaël Monfils, ou de, alors, Pierre Federer ou autre, mais c'est des gens qui engagent toutes les personnes qui les entourent. Et donc, ils sont dans une relation extrêmement particulière, pour moi, qui ressemble à celle d'un directeur général ou d'une directrice générale qui va se dire, OK, moi, j'ai besoin d'un DAF qui me résiste, comme tu dis, d'un consultant qui va m'aider à d'un coach, un truc. Et ça, je trouve très intéressant de regarder, quand vous regardez les tennisman, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, comment ils choisissent leurs entraîneurs. On voit pas mal Caroline Garcia qui change, qui reprend l'ancien, etc., etc. Pareil, qui est une très 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 grande joueuse. Mais on voit que c'est très compliqué de gérer ça. Et je suis d'accord avec toi, il y a un truc, comment est-ce que j'arrive à embaucher les gens pour m'emmerder, et quand ça va mal, est-ce que je vais les garder? Exactement, ouais. Et ça, c'est difficile. Alors, on peut considérer que le joueur est le patron. C'est un peu vrai. Et c'est un peu vrai. On peut aussi considérer que c'est le client. Ouais. Tu vois, parce que il y a aussi, dans une certaine mesure, une relation un peu client-fournisseur, entre guillemets. Et parfois, ça peut être un client difficile. Mais tu vois, et là, pour le coup, ça fait référence à des choses que nous, on peut vivre presque en tant que consultant. C'est-à-dire, comment est-ce que, par rapport à quelqu'un qui te paye pour tes services, tu arrives à être suffisamment exigeant et bienveillant pour le faire évoluer, sachant qu'il te paye pour ça, mais que tu sais que si tu l'emmerdes trop, il peut aussi aller voir ailleurs, quoi. Donc il y a vraiment cette idée-là de comment est-ce que tu arrives à... Ça, c'est aussi du côté des entraîneurs, pour le coup. C'est intéressant parce que on voit aussi des joueurs qui s'expriment sur ce qu'ils attendent de leur entraîneur. Et dans ce qu'ils attendent de leur entraîneur, souvent, il y a j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure, j'ai besoin de quelqu'un de passionné. Parce que voilà, en fait, j'ai besoin de cette énergie-là, et j'ai besoin de quelqu'un qui soit exigeant par rapport à moi. Et ça, je trouve qu'il y a une clé intéressante là-dedans aussi. Et il y a plein de cas hyper intéressants, moi, donc, à aller chercher du côté de ce sport-là. Je te dis peut-être en golf, et ça me fait penser, tu vois, par exemple, à l'exemple de Andy Murray, qui me semble être quelqu'un qui a une vraie réflexion quand il embauche ses entraîneurs. Et notamment, ça avait été très marquant quand il avait embauché Amélie Mauresmo, puisque c'était le premier entraîneur, le premier joueur masculin de tout premier plan. À l'époque, s'il est pas numéro 1 mondial, il est dans les 2-3 premiers. On parlait des Big Four à l'époque, avec lui, Federer, Nadal et Djokovic. Voilà, c'est un joueur énorme à ce moment-là. Et c'est le premier joueur de tout premier plan à prendre une femme comme entraîneur. Et je trouvais qu'il avait dû défendre son choix, ce qui est déjà une vraie question. Enfin bon. Et il l'avait défendu intelligemment en disant j'ai l'impression que cet entraîneur-là, donc Amélie Mauresmo, va pouvoir justement m'aider. Et c'est après ça qu'il est devenu numéro 1 mondial. Alors ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais n'empêche que il a eu un passage au plus haut niveau du monde grâce à ce choix-là, probablement. En tout cas, ce choix a contribué à. Et j'avais l'impression, je trouvais intéressant sa façon dont on lui parlait de ça. D'ailleurs, si Amélie Mauresmo venait en discuter avec nous, ça serait passionnant de voir un peu comment elle a appréhendé ce joueur-là. Mais j'avais l'impression qu'il y avait cette recherche comme ça de l'entraîneur qui va me titiller tout en me rassurant et trouver cet équilibre. Exactement. Et d'ailleurs, on voit dans le parcours des joueurs, il y a des joueurs qui vont être très fidèles à un entraîneur. Peut-être d'ailleurs un entraîneur qu'ils ont eu assez tôt. Nadal, ça a été le cas avec Tony Nadal pendant très longtemps. Serena Williams aussi, ça fait un moment qu'elle est avec Mouratoglou maintenant. Ouais. C'était pas son entraîneur de jeunesse, mais en tout cas, c'est une relation qui ça dure depuis longtemps. Et donc avec une certaine forme d'équilibre. Et puis souvent, à un moment, ça change. Nadal, ça a changé. Federer, qui a, je crois, un entraîneur qui est le même pendant toute sa carrière, et des co-entraîneurs qui, eux, changent énormément. Et il y a un moment où il en a pas du tout d'ailleurs. Et pendant 1 ou 2 ans, il en a pas du tout. Et c'est intéressant ce choix que peuvent faire les joueurs entre la continuité et le fait d'aller chercher l'entraîneur qui va leur apporter ce qu'ils estiment être ce qui leur manque à ce moment-là. Et ça, je trouve qu'il y a un niveau d'analyse et d'intelligence qui fait en partie leur succès ou leur non-succès à ce moment-là aussi. Et je trouve extrêmement intéressant
parce que on voit bien que dans les entreprises, il y a l'usure du pouvoir et dans les sports individuels, il y a une vraie usure potentielle de motivation, de travail. Hein. Là, on parle de tennis, mais je pensais natation en t'écoutant avec Laure Manodou, dont on avait vraiment parlé, qui était la plus grande nageuse du monde pendant un temps avec Philippe Lucas et qui s'est séparé de cet entraîneur, pour le coup, extrêmement exigeant, dont on avait beaucoup parlé. On a parlé d'Agassi, qui a eu une carrière monstrueuse, mais extrêmement dure psychologiquement, avec quelqu'un qui a vraiment fait des dépressions. Bartoli, qui a gagné Wimbledon, c'est quand même pas rien, et qui après a fait pareil, a été très très mal vécu ces succès-là. C'est vraiment des endroits très compliqués. On voit bien que le succès à lui seul ne suffit pas à garantir la pérennité et le bien-être psychologique. Agassi, Manodou, Bartoli, tu vois. Et qu'à contrario, il y a probablement des joueurs ou des joueuses d'un niveau inférieur extrêmement bien dans leur pompe et très fiers de leur carrière. À juste titre, ils ont raison de faire ça. Enfin, d'être fiers de ce qu'ils ont fait, quoi qu'il arrive, pour maintenir l'équilibre. Et là-dedans, le choix de l'entourage, c'est vachement important, quoi. Parce qu'on peut se détruire dans la performance, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise. Oui, ou dans des relations qui, à un moment donné, deviennent pas forcément toxiques, mais en tout cas font pas du bien, d'ailleurs, dans certains cas, ni aux joueurs, ni à l'entraîneur. Ouais, et je pense que c'est le cas de Manodou avec Philippe Lucas, elle se dit j'en ai marre, et d'ailleurs elle a un peu arrêté la natation après, elle reste dans nos mémoires comme une très grande nageuse, mais elle a pas une très longue carrière, et en même temps, pareil, moi j'ai pas envie de la juger, putain c'est l'enfer de passer 10 heures dans l'eau tous les jours à nager sans parler à personne. C'est un métier très très difficile, nageur professionnel. Donc je trouve, voilà, et dans l'entreprise, on va toujours chercher un peu ce truc du sport co, mais j'ai trouvé vraiment quelque chose de très inspirant dans le tennis qu'on doit pouvoir retrouver dans les autres sports individuels. Ouais. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce qu'on est en train de se dire, c'est que la figure du sportif en règle générale, et puis là du joueur de tennis en particulier, peut nous donner des clés sur comment on arrive à gérer une certaine forme de pression quand on est sur un poste très exposé, et notamment exposé à beaucoup d'attentes. Je trouve qu'il y a vraiment cette idée-là. Les 3 pistes qu'on explore, c'est le fait d'exprimer les contraintes dans lesquelles on est, le décalage éventuel entre les attentes et ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est une première piste. Deuxième piste, c'est savoir avoir des attentes raisonnables et ne pas surjouer l'ambition pour éviter de se mettre soi-même dans une espèce de nasse. Ouais, donc là, c'est les attentes vis-à-vis de soi-même, c'est pas les attentes de l'extérieur. D'abord vis-à-vis de soi-même, puis vis-à-vis des autres, du coup. Ouais. Et puis la troisième, c'est le fait de réussir à s'entourer. Et là, il y a vraiment une dimension stratégique de l'entourage, en fait. C'est-à-dire les choix qu'on fait, de qui je m'entoure, à quel moment, par rapport à quel besoin. Est-ce que j'arrive à un moment où il est temps de changer? Pourquoi? Et dans quelle mesure j'arrive à accepter d'avoir une relation exigeante avec quelqu'un que je paye et dont je suis le client, dans le cas du tennis par exemple, et dans le cas des dirigeants de la même manière. Exactement. Alors on va vous proposer évidemment de réagir, de contribuer à notre discussion. Et puis Gaël, si tu regardes cette vidéo, on serait ravis de te recevoir ici pour prolonger la discussion avec nous et nous dire comment toi tu as vécu cette vie de manager sans t'en rendre compte peut-être au début de ta carrière. Comment tu as géré ça? Quels conseils on pourrait donner aux gens qui nous regardent pour aller plus loin dans les parallèles qu'on peut faire entre un sportif de haut niveau dans un sport individuel et puis des gens qui sont en responsabilité dans l'entreprise ou ailleurs. À la prochaine. À la prochaine. Salut à tous. Salut Jérôme. Salut.